Le deuxième chapitre du rapport s'intéressait à l'architecture de l'EHPAD du futur, avec cette question de repenser ces espaces pour répondre, là encore, on y revient, aux attentes, aux nouvelles attentes des seniors qui vont arriver dans les établissements. Alors, il y a un enjeu particulier, c'est que 2030, c'est demain, donc on s'intéresse en réalité aux EHPAD qui existent tels qu'ils sont aujourd'hui et comment on va petit à petit les accompagner à devenir l'EHPAD de demain. Il ne s'agit pas de créer un EHPAD idéal qui sortirait de terre, mais bien d'accompagner vos établissements d'aujourd'hui. On s'était interrogé dans le rapport justement sur ce cahier des charges qui existe encore et qui a guidé la rénovation des établissements sur les 20-25 dernières années, un cahier des charges qui date maintenant de 1999. Et donc, on s'est demandé dans le rapport les critères et la configuration qu'il faudrait faire évoluer. Alors, on s'est posé des questions en 2021 qui sont encore aujourd'hui sur la table et on en parlera avec notre intervenante. C'est à quoi doit ressembler le logement en EHPAD en 2030. Et en effet, on ne parle plus de chambres, mais bien de logement. On en a parlé sur la première partie de cette terminologie. Quelle est la surface idéale? Comment on doit concevoir ce logement? On avait posé ces enjeux-là déjà dans le premier rapport. C'est la question de cacher ce soin qu'on ne saurait voir, cacher ce lit qu'on ne saurait voir. Est-ce que au-delà de la surface, il y a aussi une manière d'aménager les logements qui permet à la personne de se sentir chez elle? Deuxième question, quelle répartition entre les espaces collectifs et les espaces privatifs? Aujourd'hui, on a presque autant de superficie dans le logement, une vingtaine de mètres carrés, que dans les espaces collectifs. Est-ce que ce ratio, ce rapport, il doit être revu? Est-ce qu'il faut penser un logement évolutif? Est-ce que le logement doit s'adapter aussi à l'évolution de l'état de santé, des besoins de la personne lorsqu'elle vit en EHPAD? Et puis encore une fois, comment on accompagne des projets de rénovation et pas forcément de construction sur les logements existants, sur les EHPAD existants, pardon. Alors, pour en discuter, on accueille avec nous Fanny Cérez. Fanny Cérez, vous Bonjour. êtes architecte, cofondatrice de l'atelier AA et une grande spécialiste des questions du vieillissement. Alors, juste sur les réseaux hier soir, vous nous disiez être très enthousiaste à l'idée de participer à ce webinaire et avoir plein de choses à nous dire sur les projets neufs qui sont, selon vous, radicalement différents. Donc, ça veut dire que peut-être déjà les choses sont en marche, et puis quelques astuces, quelques commentaires sur comment on accompagne l'existant et les projets de rénovation. Oui, en effet, quand on faisait un peu le point rapidement avec Luc, la question c'était est-ce que ça a bougé ou pas sur le plan architectural? Et en effet, on repart. Alors, les questions sont toujours les bonnes. Il faut savoir qu'entre la première idée et puis un projet construit, c'est quand même 5 ans. Alors, c'est sûr qu'on a du mal à percevoir tout de suite les premiers fruits. Mais donc, première chose, ce qui se construit de neuf, et heureusement, se construit de manière assez différente, avec une idée d'abord que cette histoire, vous disiez la moitié de la surface, c'est du collectif. Nous, on observe que c'est surtout 30% de la surface, c'est du couloir. C'était plutôt notre constat après analyse. Et on s'est dit ben, qu'on peut imaginer à moyen constant différentes formes d'EHPAD, si tant est qu'on accepte, enfin, qu'on renonce en fait à ces gros bâtiments monolithes de type Costa Croisière, enfin, où tout serait connecté par l'intérieur. Et ça, on voit que dans le neuf, il y a deux modèles un peu qui apparaissent, des maisons partagées où chacun a un petit studio et où on a un petit espace de collectivité, ou carrément des immeubles d'appartements comme on pourrait trouver en résidence autonomie, avec du soin qui viendrait se faire comme à domicile. Donc, où on en est en France, aujourd'hui, plusieurs porteurs de projets se sont lancés. On a des chantiers qui sont en cours, hein. Par exemple, les projets des maisons du Fignac. Aujourd'hui, on a 4 maisons pour 14 habitants. Et même, vous voyez, ces 14 habitants qui sont répartis par plusieurs petits blocs séparés de chambres. Donc, fini les grands couloirs et avec une renonciation aux grandes fonctions centrales, c'est-à-dire que la vie quotidienne se passe au sein de chaque maison, avec des choses qui sont complètement ouvertes et traversées sur le quartier, et une mise à disposition des espaces communs de la vie publique. Donc ça, c'est des choses qu'on observe. On a beaucoup de centres hospitaliers aussi qui avaient un parc vieillissant qui était très important, notamment le CHU de Brest, qui se relance dans la reconstruction de 400 lits et places. Et là aussi, on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça va être? Et qui a été capable d'imaginer à la fois des maisons pour 7 habitants, et puis des appartements, du petit collectif, du grand collectif, tout ça dans un quartier, lui-même connecté,
Donc on voit bien qu'on est capable, y compris dans le sanitaire, parce que là on a bien une partie même USLD, d'inventer des formes qui soient très très domiciliaires et de réinventer la logistique qui va avec. Jusqu'à d'autres types d'établissements, donc encore l'Hospitalité Saint-Thomas-de-Villeneuve qui invente les maisons du Fignac destinées à des personnes qui ont des troubles cognitifs totalement ouvert sur le quartier et même traversé. Vous voyez là cette fameuse promenade qui est le chemin de l'école en fait. Et où chacune de ces maisons aurait sa propre clôture, son propre accès, et alors là avec plus du tout d'espace commun, puisque l'idée c'est que les habitants puissent se servir de tout ce qui existe du droit commun au sein du village. Voilà. Et donc de vraiment renoncer aussi à certaines choses. On est sur des projets qui sont très petits en surface, à peu près 50 à 60 mètres carrés par habitant, et qui pourtant offrent des espaces privatifs entre 25 et 30 mètres carrés aux habitants. Donc on voit bien qu'à moyen constant, on est capable de faire autre chose, et c'est exactement vrai aussi sur le plan RH, hein, puisque tous ces projets ont été pensés à moyen constant. Et dans l'existant, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors plusieurs choses, quand on a 3 petites chambres classiques d'EHPAD, on peut prendre ces 3 chambres et les transformer en 2 T1 de 21 mètres carrés. Ça permet d'avoir un coin jour qui est vraiment distinct d'un coin nuit. Une fois qu'on a fait ça, du coup, ça a plusieurs enjeux. On se rend compte que, en fait, on va perdre de la capacité d'accueil à l'intérieur. Idée numéro 1, je viens créer des extensions à un bâtiment qui existe pour créer les places qui me manquent. Ça nécessite d'avoir du terrain. Idée numéro 2, après tout, pourquoi reconstruire ou étendre sur le terrain? Ne serions-nous pas capables d'acheter une maison dans le territoire et d'exporter une partie de ces places dans l'habitat de droit commun? Et ça, c'est ce que fait par exemple la maison de retraite Protection de Montpellier qu'on accompagne en ce moment et qui va avoir 12 places en fait dans une maison qui est à côté et qui est en train de réinventer son modèle de soins comme un SIED. Autre option pour l'existant, c'est de pouvoir venir élargir en fait les chambres qui existeraient en façade et qui permet de passer d'une chambre à un studio ou à un T1, comme on peut le voir ici là par cet élargissement. Donc ça demande d'avoir du droit bâti. On est sur des terrains qui sont assez petits. C'est des opérations qui peuvent se faire en plus avec assez peu de nuisances et on peut rajouter cette partie jour par exemple. Donc il y a vraiment de la possibilité. Et moi, je me dis que la question, c'est pas tellement est-ce qu'on peut le faire, mais comment on peut le faire. Et dans tous les cas, c'est possible. Et une chose aussi qu'on se dit, c'est que en fait, la transformation, elle doit toucher tout le monde, qu'il y ait ou non un projet architectural. Et il y a plein de façons d'avancer vers ça. Avec Florence Mathieu, ces derniers temps, enfin là, très récemment, et c'est la première fois qu'on le lance, donc c'est un peu inédit pour vous. On vient de publier ce guide très pratique à destination des équipes sans une idée pratique pour transformer son établissement en véritable chez soi. On se rend compte que la partie architecturale, comme c'était le cas dans votre propre rapport, ça n'est qu'un des volets de plein de dimensions. Vous avez parlé de droit et liberté, nous aussi on s'est amusé à faire un quiz droit et liberté, d'ouverture, etc. Et de dire comment est-ce qu'on va outiller les professionnels en les aidant à se poser des bonnes questions, avoir de la méthode pour y répondre et des idées très inspirantes, donc un contenu qui est très implémenté en idées inspirantes. Et puis très prochainement, on voit bien aussi qu'il y a beaucoup de petits choix qui sont faits dans les établissements. À chaque fois qu'on repeint, qu'on achète un meuble, toutes ces choses-là pourraient être des avancées après coûtant vers une transformation des structures. Et donc là, on vient de publier un ouvrage chez Erol, qui est un guide d'aménagement intérieur et qui a vocation, comme le premier, d'être assez 360, c'est-à-dire de poser les mêmes questions, que ce soit dans le cadre de l'adaptation d'un domicile, de la transformation des EHPAD, dans le champ du handicap ou dans la création de l'habitat inclusif, puisqu'en fait, tout ça est une seule et même chose. Comment est-ce qu'on va créer des lieux de vie dans lequel on aurait envie de vivre avec l'âge et le handicap. Donc ça, c'est un peu les dernières choses qu'on a vraiment mis en place. Et puis l'autre chose aussi, on s'est rendu compte que très souvent, pour être créatif, on a besoin d'inspiration et que le secteur, il manque en fait de vision, de se dire, bah, oui, c'est possible ailleurs. Donc on a aussi inventé ce qu'on appelle les cafés d'inspiration. Donc c'est un webinaire gratuit une fois par mois qui nous permet de mettre en avant des initiatives intéressantes en France et à l'étranger, d'avoir un temps vraiment de projection de vidéos, puis d'échange entre les participants. Et notre objectif, c'était aussi de se dire 13h30, 14h30, on le fait sur un temps de transmission ciblée. Et en fait, c'est les équipes, ceux qui font, qui doivent monter aussi en vision pour se dire, bah oui, ça tout de suite, on peut le faire, c'est facile. Et c'est en rencontrant d'autres personnes qu'on s'autorise à imaginer le futur. Voilà. Et puis l'autre chose qu'on a fait aussi ces derniers temps, c'était la création d'Atome, qui est l'Académie de la transformation de l'habitat et de l'offre médico-sociale, qui est un centre de formation qui aide les équipes à passer à l'action, peu importe là où elles en sont, qu'elles aient un grand projet architectural où on est vraiment sur poser une vision avant de faire une commande à l'architecte, que ce soit sur des aspects d'aménagement intérieur, apprendre à faire avec les personnes, ou alors clairement des questions d'élargir les droits et libertés et en mobilisant des méthodologies de design social, c'est-à-dire en passant à l'action. Et ça invite à faire toute une série, j'allais dire,
Alors, c'est d'abord une histoire de changer le disque dur, de dire comment on fait les choses et c'est en ayant des méthodes d'action différentes qu'on arrive à des résultats différents et en se disant on n'a pas à transiger sur ce qu'on a posé au début comme ambition. Évidemment qu'il faut que les personnes se sentent chez eux. La question, c'est comment on y va. Et il y a plein de façons de le faire. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle et quand on n'a pas d'argent, on peut avoir plein d'idées, donc c'était aussi l'autre façon de le faire. Dans tous les cas, on peut y aller. Voilà, ce que je voulais partager avec vous, aujourd'hui, d'où mon enthousiasme.